Alors aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on va parler, mon cher Arnaud? Nous allons parler des plans séquences. Mais quelle transition gérée comme une maestria, finalement, comme un film de Brian De Palma. Effectivement, on va beaucoup parler de Brian De Palma dans cette émission. Donc, nous allons parler des plans séquences dans leur ensemble, la technique du plan séquence, donc. Et est-ce qu'on commencerait pas par une définition du plan séquence? Oui. De toute façon, c'est ce qui était prévu. Oui, c'est sur nos fiches. La régie nous dit d'aller assez vite sur cette partie-là. Donc, ouais, la régie et tout. On n'a pas de régie, voilà, on n'a pas d'amis pour faire la régie. Donc, définition du plan séquence. Selon un dictionnaire, dont je me souviens plus la référence, ils avaient mis suite d'images sans coupe ni montage montrant une action en continu. Alors moi je t'avais dit avant que j'étais pas trop d'accord avec cette définition. Enfin, c'est pas que c'est très vague. C'est super vague. J'en avais trouvé une dans le métro tout à l'heure. J'avais mis un plan plus long que la normale qui peut faire office d'unité de séquence. Oui, en fait, effectivement, définir un plan séquence c'est pas si simple. Peut-être qu'au scénario ça peut être défini comme tel. Voilà, il y a toute une séquence qui se passe dans un lieu précis, voilà, avec une action précise. Mais finalement, quand on se retrouve devant l'écran, c'est pas évident. C'est pas évident de savoir à partir de quelle durée. Il n'y a pas de durée absolue à partir de laquelle on se dit voilà, là c'est un plan séquence. C'est vraiment, en fait, ça joue sur l'impression du spectateur. C'est ça. Et un plan séquence surtout pour nous est à relativiser en fonction des durées de coupe d'un film. C'est-à-dire que, on parlait de ça, mais par exemple, un mec comme Michael Bay, là, il a fait un film pour Netflix récemment qui s'appelle Six Underground, que j'ai regardé, qui était, moi, j'ai bien aimé parce que Michael Bay s'assume à fond, mais encore une fois, c'est pas une émission de critique. Mais le film est ultra cuté, très rapide dans son rythme, et il y a genre un ou deux plans hélicoptères de très très haut qui coupent complètement la narration, et c'est limite des plans séquences alors que finalement les plans durent genre 10 secondes. Ouais, voilà, à peine 10 secondes. Mais c'est ça qui est fou, c'est que t'as un rythme tellement rapide que dès que t'as un plan un peu plus long, ça peut être considéré comme un plan séquence, mais dans ce film là quoi. Donc c'est un peu compliqué de définir le plan séquence en tant que tel, mais on va dire que c'est un plan qui est plus long que la normale et qui fait office d'unité de séquence. C'est-à-dire que dans la plupart des cas, ça va raconter plusieurs événements, on va dire. Au cinéma, on appelle ça des événements, c'est-à-dire plusieurs actions qui vont se passer dans un seul plan. Voilà. Oui, en fait, c'est un plan séquence, c'est une impression qu'on a de façon relative, en fonction du film et en fonction de notre perception de spectateur. Voilà, c'est ça. Donc on va arrêter avec la partie définition, parce que je pense qu'on va pas faire un podcast basé là-dessus. Mais j'aimerais qu'on discute autour du plan séquence et de son utilisation dans l'histoire du cinéma. Parce que je pense que c'est bien aussi de donner notre avis par rapport à ce qu'on ressent par rapport au plan séquence et quel est notre rapport à celui-ci. Donc voilà, est-ce que tu veux commencer par rapport à ça? Par rapport à mon rapport au plan séquence, j'ai pas de... En fait, c'est simple, je n'ai pas de rapport particulier, parce qu'en fait, pour moi, il y a des fois où ça se justifie, d'autres fois où pour moi, ça se justifie moins. C'est une technique cinématographique comme une autre, en fait. Okay. J'ai pas, en fait, d'avis pur, en fait, c'est vraiment au cas par cas. Moi, je tenais à souligner quelque chose. Sur un célèbre réseau social, voilà, qu'on ne va pas citer pour pas se faire incendier, mais sur un célèbre réseau social, j'avais vu une conversation entre deux critiques de cinéma, dont un que j'apprécie particulièrement, que je ne vais pas citer ici, mais que j'apprécie. Et en gros, un mec avait fait une phrase, il avait cité un réalisateur, genre réalisateur nouvelle vague française un peu paumé que pas grand monde connaît, quoi, qui disait que tous les plans séquences du monde ne vaudraient pas un seul champ contre champ. Réflexion que je trouve particulièrement stupide, parce que le champ contre champ n'est pas ultime et a sa propre utilité en termes de narratologie au cinéma, et un plan séquence peut être tout aussi puissant qu'un champ contre champ, et au contraire, des champs contre champ peuvent être complètement nuls par rapport à l'utilité que pourrait avoir un plan séquence dans une scène. Et je dirais même plus, il y a des plans séquences qui ressemblent à des champs contre champs. Oh là là, mais c'est beau, et c'est ce qu'on va parler par la suite. Mais je pense que cette réaction, elle vient du fait que dans le cinéma actuel, on fait de plus en plus de plans séquences parce que nos capacités numériques le permettent, et surtout le spectateur apprécie les plans séquences parce qu'il y a une fluidité, il y a
comment dire, il y a quelque chose d'agréable à regarder dans le plan séquence. Et je pense qu'il y a beaucoup de critiques qui n'apprécient pas ça parce que ça commence à devenir quelque chose apprécié par le grand public. Généralement, les critiques n'aiment pas ça. Et nous, on est là pour défendre l'utilité du plan séquence parce que même dans les films grand public, même si on va parler de films d'auteur, même dans les films grand public, ça peut être extrêmement intéressant d'utiliser un plan séquence. En fait, je pense que la notion de plan séquence, alors ça dépend de quel plan séquence on parle, mais la notion de plan séquence, elle peut se rattacher avec la notion de spectaculaire. Il y a cette recherche de spectaculaire dans le cinéma, et ça c'est depuis le tout début du cinéma, que ce soit dans les effets spéciaux, dans l'intensité du jeu d'acteur par exemple, dans plein de choses. Et pareil dans les techniques cinématographiques, pareil pour le plan séquence, où vraiment on veut montrer une démonstration de force, et le plan séquence y participe, et voilà, pour certaines personnes, le rapport au spectaculaire est compliqué. C'est de se dire, est-ce que ce serait juste tape à l'œil et gratuit, sans fond derrière, ou est-ce que finalement, oui, on a le droit au spectaculaire au cinéma, il n'y a pas à être honteux par rapport à ça. En fait, je pense que c'est un débat qui dépasse le simple plan séquence, c'est plutôt la notion de spectaculaire au cinéma. C'est ça. Par exemple... Là où on peut apporter une différenciation, c'est que de plus en plus dans le cinéma, donc comme je l'ai dit, on fait des plans séquences et parfois, selon moi, c'est pas forcément très utile. C'est-à-dire que moi, ça me dérange pas quand on fait un plan séquence pour faire quelque chose de spectaculaire, pour offrir quelque chose de spectaculaire au spectateur, parce que c'est utile en termes d'expérience de cinéma. Par contre, il y a des plans séquences que franchement j'arrive pas à comprendre, notamment alors Sam Mendes, je t'aime beaucoup, même si 1917 je n'ai pas beaucoup apprécié, mais Sam Mendes, sache que je t'aime. Mais l'introduction de Spectre dans le carnaval, je sais plus dans quel pays c'était, Mexique. La Mexique. fête des morts. Voilà, la fête des morts. Le plan séquence du début, quand j'étais au cinéma, je n'avais pas compris à quoi il servait, je trouvais que ça dynamisait rien. Et quand Sam Mendes a parlé de 1917 récemment, il disait c'est le plan séquence de Spectre qui m'a donné envie de faire 1917. Et c'est justement là que je me suis dit que le plan séquence, il faut vraiment pouvoir le justifier en termes d'expérience, sinon ça paraît vite fait vain en fait. Et voilà. En fait, là c'est là qu'on va se rapprocher par rapport à nos penchants esthétiques. C'est que pour moi, le plan séquence doit nous amener d'un point A à un point B au niveau de l'action. Donc ce que fait Sam Mendes dans Spectre ou dans 1917. Mais il doit aussi nous amener d'un point A à un point B en termes de sens, en termes de fond. En fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi on n'a pas envie de couper ? C'est vraiment... oui, en termes de sous-texte, en fait. Où est-ce que ça nous amène ? Où est-ce que, au niveau de notre psychologie, au niveau de notre ressenti, ça nous emmène ? Et parfois, voilà, ça nous emmène juste d'un point A à un point B au niveau de l'action, mais pas forcément autre part, au-delà de l'action. Ok, très bien. Je pense qu'on va commencer à parler de l'utilité des plans séquences et surtout à quoi servent les différents plans séquences. Parce que un plan séquence peut servir à énormément de choses et on a fait une liste en fait de ce pourquoi le plan séquence peut être utile. Donc est-ce que tu peux nous parler du Mépris, Arnaud ? Parce que c'est un film que tu apprécies énormément, moi pas trop, mais c'est vrai que le plan séquence a une utilité assez intéressante, donc voilà. Oui, nous en parler. Alors, tout à l'heure, je faisais un peu référence au Mépris quand je disais qu'il y avait des plans séquences qui ressemblaient à des chants contre chants. Je pense aux plans séquences où on a un dialogue entre les deux personnages, donc Brigitte Bardot et l'autre acteur qui s'appelle Michel Piccoli. Michel Piccoli, exactement. Et Fritz Lang, on n'oublie pas Fritz Lang. Oui, mais là, il n'était pas dans la séquence. Oui, mais qui a quand même, qu'on se dise, qui est le meilleur personnage du Mépris. Hein, quand même, qui a une beauté incroyable. Enfin, il est trop stylé. Un dieu grec. Donc, dans la séquence, donc c'est vraiment la situation d'un couple en crise où on a les deux membres de ce couple qui sont d'un côté et de l'autre d'une table. Et en fait, la caméra va faire des va-et-vient en travelling latéral d'une personne à l'autre. Et ça fait en fait des lents va-et-vient et les deux personnages sont quand même isolés dans le cadre. C'est-à-dire on n'aura jamais deux personnages en même temps. Et ça fait vraiment office de chant contre chant et je dirais même que ça renforce cette situation-là du fait que ces travelling sont très lents. C'est-à-dire il y a une distance et on sent vraiment la distance spatiale entre les deux personnages qui est assez grande.
Et pareil, comme ce qui fait écho en fait au fait que la distance au niveau de leur façon de voir les choses, leur couple, en fait, il ne peut que se séparer parce que la distance est trop grande. Voilà, c'est littéral, mais voilà, ça justifie en fait. C'est le fait, ce plan séquence-là justifie en fait le fond qu'il y a derrière. Moi, ce que j'avais, juste pour revenir à 1917, ce que j'avais énormément apprécié dans 1917, et c'était que au début du film, c'est quand on avait du coup donc 1917 qui est sorti il y a quelques semaines maintenant. Je crois qu'on n'en parlait pas. Ouais, mais au final j'ai envie d'en parler parce que j'ai quand même pas mal de choses intéressantes à dire dessus. C'est le fait qu'au début ils sont 2 en fait dans les tranchées. Et ce qui est intéressant avec le plan séquence, au-delà de la capacité technique qui est folle en fait, de l'expérience qui est folle qu'a offert Sam Mendes, qui pour le coup est totalement justifié dans le film, mais là où c'était fort en termes de cinéma, et je parle bien uniquement en termes de cinéma, donc en termes de narration, c'était qu'avec 2 personnages, les plans arrivaient à mettre en scène avec leur disposition, avec la disposition de la caméra, donc à 360 autour d'eux, comment on arrivait à montrer leurs émotions et leur état d'esprit dans les tranchées. C'est-à-dire que quand il y en avait un qui allait de l'avant, on comprenait que c'était lui qui allait aller de l'avant durant toute la scène, quoi. On arrivait à comprendre les objectifs des personnages juste grâce au plan séquence. C'est le fait que la caméra tournait autour d'eux, et c'est surtout que dans leur dialogue dans les tranchées, parfois, il y avait des inversions des pouvoirs de force, notamment au moment où... en fait, ils vont devoir aller traverser le No Man's Land, et il y a une discussion autour de est-ce qu'on le fait ou pas, quoi, et la caméra en fait montre l'échange de ping-pong entre les deux en les mettant dans des endroits du cadre. Soit au premier plan, soit en arrière. Oui, ça c'est vrai, j'avais remarqué ça. Qui a le monopole en fait, qui a raison et qui va réussir à convaincre l'autre. Et là, c'était vachement intéressant. Sauf que après, par la suite du film, quand spoil, quand il va se retrouver seul, le soldat, et ben c'est moins intéressant parce qu'on le filme que lui, et du coup en termes de narration, c'est un peu moins intéressant, je trouve. Bon, après il y a des qualités au film, mais je trouve que l'intro est plus intéressante quand ils sont à 2, du coup. Voilà, donc le plan séquence peut faire office du coup de chant contre chant, de dialogue. Et voilà, et isoler des personnages dans le cadre, ou tout simplement avec maestria à montrer leur puissance, quoi. Voilà. Alors, on peut parler aussi des plans séquences endoscopiques, parce que moi, personnellement, c'est des plans que j'affectionne énormément. Qu'on trouve où ce genre de plans ? Eh ben, on les trouve dans les films de Martin Scorsese et de Brian De Palma. Non, on les trouve surtout dans les films américains, parce qu'en France, on n'a pas les capacités de faire ce genre de plans. Mais c'est des plans très américains. Et c'est surtout que ça montre pour moi, ça montre toute la puissance d'un personnage et tout son contrôle sur son environnement. Parce qu'en gros, un plan endoscopique, c'est donc comme les petites machines endoscopiques qu'on met dans la gorge ou dans le... Voilà. Ça avance en fait en travelling avant, et on suit un personnage en le mettant au centre du cadre avec des points d'amorce sur les côtés, et ça montre toute la puissance du personnage, et je trouve ça assez fort, surtout quand on passe d'un plan endoscopique d'un personnage qui avance de dos et ensuite de face. Ça montre son contrôle sur son environnement. Il y a ça dans Network de Sidney Lumet, c'est assez fort, et voilà. Et là, l'utilité du plan séquence, c'est vraiment pour montrer son côté imposant, quoi, ce qu'il n'y aurait pas forcément si c'était très cuté, très rapide. Et tout simplement, en fait, c'est une façon de présenter un environnement. Généralement, ce genre de plans endoscopiques sont en début de film, pas que. Mais oui, ça permet la présentation d'un environnement, d'une atmosphère particulière. Effectivement, le contrôle d'un personnage sur la situation, on pense à Casino, voilà, il maîtrise son casino. Et oui, effectivement, la caméra aussi, ok, elle peut suivre ce personnage-là, mais pas que, en fait. La caméra, elle prend tout l'espace à sa disposition pour vraiment montrer les moindres recoins. Un peu comme un point de vue omniscient. C'est-à-dire, le temps d'une séquence, on a vraiment tous les détails de ce qui se passe derrière la porte, ce qui se passe à une telle table de joueurs de poker, ce qui se passe au niveau des machines à sous, etc. etc. Et oui, ça montre l'effervescence d'un lieu, et les codes. Les codes, voilà, c'est ce lieu-là répond à tel ou tel code, c'est-à-dire que c'est une façon de faire un pack de réalité dans le film pour la suite, de savoir voilà, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut ne pas faire pour s'intégrer à ce milieu. T'avais mis sur les notes, la durée d'un plan peut accentuer une tension, voire une gêne si le spectateur manque d'informations visuelles dessus. À voir si volontaire ou non est l'intérêt. Là où ta note est intéressante, j'ai pas du tout réfléchi dessus avant de préparer l'émission, mais je viens de penser à ça, c'est dans le cinéma d'horreur notamment. On fait beaucoup durer les plans avec le hors-champ,
Parce qu'on déjà la base du cinéma d'horreur, c'est jouer avec le hors-champ. Ça c'est sûr, il n'y a pas besoin d'être un expert en cinéma pour savoir ça. En tant que spectateur, c'est le hors-champ qui nous fait flipper surtout. Parce qu'on s'attend à quelque chose. Mais le fait de rallonger le plan, de faire plusieurs actions dans ce plan-là, c'est très puissant et effectivement ça rejoint ça accentue une tension. Et plus on fait durer un plan, plus on a envie qu'on passe au plan suivant pour savoir ce que le personnage regarde ou ce qu'il y a derrière lui ou n'importe quoi. Alors oui, à ce propos, en fait je vais sortir une référence absolument obscure. Fais péter. Le film s'appelait Makala, alors c'était un film documentaire pour le coup. Makala. Oui. Je connais pas du tout. Et en fait on suivait, alors c'était dans un pays en Afrique subsaharienne, Afrique de l'Ouest. Et en fait on suivait quelqu'un qui de son village devait ramener du charbon jusqu'à la grande ville. Et en fait, c'était de longs plans séquences où on suivait le personnage, on voyait que de dos. C'est-à-dire, on voyait que le dos du personnage et on ne voyait rien. Et en fait, on joue tout sur le hors-champ. Enfin, c'est-à-dire que, en tant que spectateur, on a plusieurs phases. On a la première phase, on se dit, tiens, pourquoi on voit que son dos ? Après, on est intrigué, on se dit, qu'est-ce qui se passe en hors-champ ? Et en fait, c'était pour souligner le fait que c'est de longs plans séquences où c'était vraiment une sorte de road trip, mais sauf que lui, il était à pied. Et sur le côté harassant, parce qu'il avait il était en vélo, il avait un lourd chargement. Sauf qu'au bout d'un moment, le plan séquence est tellement long qu'on manque d'informations à l'écran. C'est-à-dire, on ne voit que son dos. Donc, effectivement, on a ce côté harassant qui est vraiment accentué par la longueur du plan, par le fait qu'on a toujours le même cadrage. Mais au bout d'un moment, en tant que spectateur, on est obligé, malgré nous, de décrocher, en fait. On se dit, on a compris cette information-là, et pourtant, le film continue à nous montrer de la même information. Et on a besoin de renouveau, on a besoin de fraîcheur. C'est peut-être, voilà, notre plaisir coupable à vouloir un minimum de spectaculaire. Enfin, là, on s'attendait à rien de spectaculaire particulièrement. C'est un documentaire, mais... voilà, d'avoir un autre point de vue, mais ça c'est un ressenti personnel et en même temps on peut comprendre que le réalisateur ait voulu faire ça vraiment pour montrer cette épreuve en fait, ce parcours qu'avait ce personnage qui est une personne réelle d'ailleurs, parce que ce film était c'était un documentaire mais il y avait énormément de fiction là-dedans, enfin dans la façon de mettre en scène c'était très fictionnalisé en fait. Tu te souviens de qui l'a réalisé ? Non ? Alors pas du tout. Tu l'avais vu où ? J'avais vu au cinéma, c'est un film de 2017 ou 2018, je crois. Oui, c'était découverte UGC, je crois. Ok, très bien. On peut parler aussi du plan séquence comme façon d'ennuyer le spectateur, ou du moins de montrer l'ennui d'un personnage. Kubrick faisait ça énormément, notamment, je ne l'ai pas vu, mais Barry Lyndon, que j'ai dû étudier pour faire des analyses de séquences. Oui, effectivement, j'ai vu Barry Lyndon. Oui, parce que tu es l'élite du cinéma, Arnaud. C'est la base. Enfin, je veux dire, t'as pas vu Barry Lyndon, t'es pas cinéphile, quoi. Je veux dire, tu ne peux pas rentrer dans le sac de la cinéphilie si tu n'as pas vu Barry Lyndon. Non, en vrai, il y a énormément de plans tableaux, comme tu as noté encore une fois sur nos notes. Absolument. Et donc voilà, pour montrer, je pense qu'ils se font chier, parce que quand je lisais, j'ai un super bouquin, si je peux le conseiller, qui s'appelle Les Archives. Ils font des collections, genre les archives Ingmar Bergman. Et ils ont fait un livre qui s'appelle Les Archives Kubrick, où en gros, il y a une analyse de toute sa filmographie avec plein de petits documents exclusifs qui sont très intéressants. Et en fait, Kubrick disait que le but, c'était de montrer comment on se faisait chier à l'époque dans Barry Lyndon, parce que bon, il n'y avait pas beaucoup de divertissement, et c'était la haute bourgeoisie, l'aristocratie de l'époque, et il voulait montrer à quel point on se faisait chier, quoi. Et il voulait nous faire revivre l'époque. Et c'est ce qui traduit, en fait, dans ces longs plans tableaux qui sont magnifiques. Donc, encore une fois, j'ai pas vu Barry Lyndon, mais j'ai vu des extraits. On a aussi Sofia Coppola, dans un autre film que je n'ai pas vu. Décidément, je suis un sacré enfoiré. Mais il y a son film Somewhere qui commence... en fait, j'avais fait une analyse dessus. Mais ça commence par un plan de 6 minutes où on voit une voiture tourner en rond sur une piste vide. Déjà pour montrer littéralement le personnage qui tourne en rond dans sa vie et qui sait rien faire d'autre, mais ça me montrait aussi tout de suite le thème profond du film, c'est-à-dire, comme dans toute la filmographie de Sofia Coppola, mais l'ennui des personnes à travers un univers un peu... pas embourgeoisé, mais un univers haut en couleur. Artificiel finalement. Ouais, artificiel, c'est ça, artificiel. Et c'était assez fort. En l'occurrence, là, c'est un comédien, je crois, dans Somewhere. Mais on va pas parler de films qu'on connaît pas. Mais la seule chose que je peux affirmer, c'est que voilà, ce plan-là montrait l'ennui.
parce que le plan est long et qu'il n'y a pas de coupe. Et au cinéma, on est habitué à avoir des coupes. Et les cinéastes savent que si on n'offre pas une coupe au spectateur, il va peut-être se faire chier, surtout si c'est fixe. Et il y a des réalisateurs qui veulent ça. Ou des cinéastes, devrais-je dire. Mais après, il y a des plans séquences qui sont fixes, Bien sûr. qui peuvent souligner toute l'attention du personnage. Au contraire, parce que justement, on manque d'informations en hors-champ. En fait, on a envie de savoir ce qui se passe à l'extérieur, et le film ne veut pas volontairement nous le montrer. Je n'ai pas d'exemple en particulier dans la tête, parce que je n'ai jamais d'exemple. Voilà. Mais oui, il y a ça. Après, oui, pour revenir au plan tableau, c'est un peu la base de l'origine du cinéma. En fait, à la base, c'était que des plans tableaux. C'est clair. Alors, c'était très frontal. Bah oui, qu'on se dise. Les premiers plans, c'était des plans séquences. Oui, des plans Parce séquences. qu'il y avait plusieurs événements dans le plan. Oui, voilà, c'est des usines lumière. Il y a plusieurs choses. Le film de Méliès, film. Bien sûr. Ah, le divin cut qui est apparu, le divin montage. Et puis les Russes ont envoyé valdinguer tout ça, quoi. Mais non, effectivement, l'origine du cinéma, c'est le plan séquence. Donc, les gens qui disent qu'un plan séquence ne vaudrait pas tous les champs contre champs du monde, c'est un peu absurde de dire ça. Si et après, il y a l'inverse. Après, il y a des gens qui sont, au contraire, adeptes de la moindre coupe. Ouais, bien sûr. On parle... alors, ça se trouve... Oula, vas-y, balance. On coupera si je dis une énormité. Non, on coupera rien. Vas-y, assume. J'assumerai pas si je dis des conneries. Alors, il me semble qu'André Bazin, lui... Alors là, tu t'aventures sur un terrain très risqué. Non, en fait, parce que je n'ai pas assez lu Bazin était un fan des plans séquences. Bazin oui, voilà, était, justement. Justement, parce que pour lui, en fait, la coupe... c'est quelque chose qui est absolument monstrueux pour l'œil. En fait, c'est quelque chose qui n'est pas logique, qui n'appartient pas au réel, alors que la plan séquence suggère la continuité, suggère en fait que, voilà, pareil, dans la vie, parce que lui, André Bazin, vraiment souhaitait que le cinéma soit le meilleur modèle possible de la vie. Ouais, un peu à la Truffaut, quoi. Peut-être. Non, mais c'est vrai, c'était la vision de Truffaut. Oui, effectivement, c'était son mentor un peu spirituel, quoi. Mais oui, André Bazin, pour lui, le montage, c'était vraiment à éviter au possible, ou alors faire les raccords les plus propres. Il était très pointu, hein, Bazin. C'était quand même un mec, quand tu lis Qu'est-ce que le cinéma, putain, le mec... on sent qu'il fallait pas déconner, quoi. Mais c'est vrai qu'il avait une vision du plan séquence très, très établie. Et c'est assez étonnant, voilà, moi ça m'étonne beaucoup qu'à l'époque on parlait déjà de la puissance du plan séquence, quoi. Mais bon. Absolument. J'ai pas d'autre chose à dire. J'ai pas d'argument. C'est vrai que le plan séquence est plus simple à faire maintenant avec les caméras qu'on a actuellement, parce que déjà elles sont beaucoup plus légères et on a de la machinerie plus évoluée pour si on veut faire des plans séquences qui bougent un peu, on peut les faire tourner plus longtemps, c'est plus ça facilement, quoi. C'est ça, donc non le plan séquence c'est encore plus d'actualité maintenant, mais encore une fois il faut savoir bien l'utiliser et pas l'utiliser gratuitement. Et encore, moi j'ai très peu d'exemples de films qui utilisent des plans séquences pour de la merde. Oui, je trouve que même si c'est pas très réfléchi, ça offre quelque chose. Oui, mais quoi. Parce que même aujourd'hui, malgré tout, même si c'est plus simple d'en faire, ça demande quand même une grosse organisation. Donc c'est-à-dire que ce genre de plan, tu le fais pas quand même à la va-vite. Oui, bien sûr. Ah bah de toute façon. Même aujourd'hui. Hein. Bien sûr, non, mais les plans séquences c'est un truc de malade. Même si par exemple Gaspard Noé, même si c'est un réalisateur que j'idolâtre pas du tout, mais l'intro de Climax, quoi qu'on dise sur le film, est quand même assez impressionnante. Donc je sais pas si t'as vu Climax. Je l'ai pas vu. Ça commence par des danseurs qui font une chorégraphie malade. La caméra est en plan zénital, ensuite elle revient au sol, tout ça avec une machinerie assez complexe, tu vois. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que la caméra elle fait des micro-mouvements pour suivre des petits mouvements de comédiens, et c'est des trucs qui sont ultra préparés, c'est chorégraphié pendant des semaines, et même quand t'as un cadreur là-dessus, t'es en sueur, quoi. T'es en sueur. Mais encore une fois, dans Climax, je vois pas... Peut-être dans Climax, je ne vois pas trop l'utilité d'avoir... Même si, bon, ok, c'est impressionnant, c'est juste ultra jouissif. Mais effectivement, je comprends pas notamment pourquoi ça va en zénital, même si les plans zénitaux sont importants chez Gaspard Noé, mais bon, bref. Par exemple, ça peut par contre se justifier dans Enter the Void. Ah oui. Parce que là, c'est une vue subjective, c'est... Non, mais c'est la vie surtout. Oui. La vie est un plan séquence, non mais c'est vrai. Bah oui. Non mais surtout que là on a vraiment la perception d'une personne, donc cette personne-là, c'est normal qu'on ait une certaine continuité dans sa vision des choses. Hunter the Void est très justifié. Je trouve ce film très chiant, mais c'est très justifié dans sa réalisation, quoi.
Voilà. Ça a tiré à balles réelles, excusez-moi. Non, mais je m'étais ennuyé devant Under the Wall. Je pense que en plus, je l'ai pas vu au cinéma. Donc, moi, c'est vrai que ça m'avait un peu parti. Mis à part au début, en fait, avant qu'il meure. Tout simplement. Moi, avant qu'il meure, j'étais vraiment fasciné, ouais. Fasciné. Ouais, parce que avec l'immeuble là, je crois, ça commence d'un balcon. Oui, et je pense que c'est un des rares. Bon, là, c'est toujours du plan séquence, mais là, on parle de vue subjective. C'est vraiment une des vues subjectives les plus réalistes, qui s'approche le plus de l'expérience personnelle qu'on pourrait en avoir, quoi. Et en parlant de vue subjective, est-ce que ce serait pas une fameuse transition pour parler d'un des plus grands plans subjectifs de l'histoire du cinéma et d'un des plus grands plans séquences, qui est celui d'Halloween? Je l'ai pas vu Halloween. Ah, le salaud. Je ne mange pas de ce pain-là. T'as pas vu Halloween? Non, alors, tu connais le... Oui, il y avait une histoire. Alors, le Halloween, donc, de Carpenter. Oui. De Carpenter. Bon là, j'ai peur de dire des conneries, moi, je suis pas très sûr. Non, faut qu'on aille vérifier. Bon bref, je vais parler en même temps que je vérifie. Mais Halloween, du coup, commence par un plan subjectif qui est sous un masque. Enfin, il y a un masque qui est sur la caméra. Mais oui, c'est ça, j'ai vu ça. Oui, absolument. On voit des jeunes gens qui se pelotent dans une maison. Et en fait, ça a été parodié plein de fois, ça. Ouais, ça a été parodié dans plein de films. Et en fait, donc le plan séquence, on voit la femme nue qui se fait poignarder par le mec, du coup, qui est en point de vue subjectif. Et après, il sort de la maison, après avoir tué je sais plus s'il tue le mec. Je crois qu'il tue le mec. Il tue le mec et la meuf. Et après, il sort de la maison. Et après, le plan séquence se termine. Et on dévoile du coup qui est l'identité du tueur. Et c'est un enfant. Et vraiment, ça m'a tellement marqué quand j'avais vu le film. Enfin, je pense que notamment pour les spectateurs de l'époque, ça devait être très, très marquant. Mais pareil, sur les plans subjectifs, on parle de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Bah oui. Et Carpenter, c'est bien. Ouais, c'était Carpenter. Mais oui, mais là on a le même effet parce qu'on est en plan subjectif. Donc pendant tout le film, donc pour remettre du contexte, on a un docteur Jekyll qui est un professeur universitaire un peu victime, quoi. Tu parles du film de Lewis ? Oui. Mais c'est pas docteur. Attends, c'est quoi déjà le titre ? Non, c'est docteur. Merde. Je sais plus. Non, oh putain, je dis quoi. Est-ce que tu parles de Lewis ? Est-ce que tu parles du film de... Évidemment, oui, de Jerry Lewis, oui, je me trompe. Non, c'est pas ça le titre. Bah attends, on va aller chercher. Vous couperez. Mais t'as vu la version originale des années... non, j'ai pas vu. Non, oui, mais je confonds les deux à chaque fois. Enfin, les deux... Enfin, je sais même plus, il y a trop de films. Attends. Il y a trop de films. Parce qu'il y a un plan... Il y a un plan séquence dans ce film. Bah, de films de Jerry Lewis, oui. Je me souviens absolument pas. Bah, si, quand même. On l'a vu ensemble. Attends. Si, en fait, dans le film, bon, le titre du film qui s'appelle sans doute autre chose, mais qui ressemble. Pire, on a aucune note. Putain, tous les cinéphiles de la Terre devraient nous insulter. En gros, donc c'est un professeur d'université un peu une victime, mais qui crée une sorte de produit qu'il avale, qui est censé le transformer en quelqu'un comme un beau gosse. Sauf qu'en fait, à la fin, au moment où il prend cette substance-là, on voit qu'il y a des poils qui poussent, qui devient affreux comme un monstre. Et après, il y a un plan séquence en vue subjective où on voit donc il est dans la rue, il va pour aller dans une boîte de nuit. On est dans les années 60. Et tout le monde le regarde bizarrement, complètement choqué, tout le monde s'arrête dans son mouvement. Donc les gens regardent la caméra, forcément. Voilà, tout le monde regarde la caméra. Ouais. Et en tant que spectateur, on se dit, oui, ça doit être un monstre, absolument. Et en fait, pas du tout. C'est vraiment un beau gosse, voilà, un lover un peu macho. C'est incroyable, le contre-champ sur sa gueule. Et voilà, on a le contre-champ sur sa gueule. Et en fait, on joue sur l'attente du spectateur et on la contre, quoi. Bien sûr. Donc le film, c'est Dr. Jerry and Mr. Love. Et ben voilà, ma carrière est finie, au revoir. Ah là là. Non, mais oui, effectivement. Alors après, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors oui, une affaire de style, voilà, on va pas en parler encore parce que je pense qu'on n'a pas assez d'exemples, mais pour moi, le plan séquence peut être toujours assez utile en termes d'expérience pour le spectateur. On voulait parler d'un plan séquence d'un film populaire, parce que là, parce qu'il faut bien parler au peuple. Il faut bien parler à la plèbe, finalement. Ah, la plèbe, là, qui nous écoute, ça fait quoi d'être nul ? Non, en vrai, un plan séquence qui m'avait beaucoup marqué à l'époque,
C'était le plan de Avengers, le premier du nom. Mais dans quasiment les. Alors, j'ai vu que ce Avengers là. Ah, mais je crois qu'à chaque début d'Avengers, c'est comme ça. Et là, c'est à la fin. C'est quand il y a la bataille dans. Mais au début New York. et à la fin, je crois qu'il y a. Et en fait, la caméra va passer d'un héros à l'autre qui est en train de péter la gueule aux méchants, quoi. Mais des méchants dans différents endroits. Donc, déjà, numériquement, le plan est incroyable. En termes d'effets spéciaux, c'est juste fou. Et c'est surtout que c'est pour montrer l'unité des personnages. Absolument. C'est-à-dire que vu que les personnages sont réunis dans un plan, on comprend l'unité de ceci, quoi. Enfin, ils sont réunis dans le film. Parce que je crois qu'il y a un peu des dramas entre eux, forcément, sinon ce serait pas intéressant, mais il y a un peu des différents. Et à la fin, ils sont tous unis pour péter la gueule à un méchant commun. Et le plan retranscrit cette puissance-là. Et c'est assez fort parce que, comme certains critiques ciné l'ont dit à l'époque, c'était le premier film qui s'amusait à détruire New York, quoi. C'est-à-dire qu'après les attentats de 2001, le cinéma américain était pas très chaud de faire exploser New York. Forcément, hein, c'est compréhensible. Il faut voir ce qui s'est passé avec Spider-Man et tout ça. On a eu pendant beaucoup d'années une difficulté à détruire New York. Donc ça a été initié par Cloverfield, avec notamment beaucoup de plans séquences très ingénieux. Cloverfield que je recommande à titre personnel, un très grand faux documentaire. Et donc Cloverfield s'amusait déjà à faire ça, avec le grand monstre méchant qui défonce les immeubles. Mais là, Avengers s'amusait à vraiment péter New York. Mais il y avait cette unité américaine que représentaient les super-héros qui est assez puissante. Enfin voilà, c'est pas un délire patriotique, c'est plus on s'exorcise des vieux démons et moi j'avais trouvé ça assez fort, quoi, en termes de plan séquence. Oui, et ça, enfin le même procédé, le fait d'unir tous ces super-héros qui ont chacun leur spécificité, c'est pareil, je crois, oui, dans quasiment tous les débuts d'Avengers, on a à peu près ça. Enfin, dans l'ère d'Ultron, je crois qu'il y avait ça. Non, mais en tout cas, qu'on se le dise, Avengers, enfin on rigolait sur la plèbe et tout, mais Avengers c'est quand même des beaux moments de cinéma. Enfin, en tout cas de ce que j'ai vu, moi, je trouvais ça assez fort. Bah, au niveau du spectaculaire, en tout cas, oui. Alors, j'aimerais aussi parler d'un film qui s'appelle An Elephant Sitting Still de Hubo, donc qui est un film de 4 heures. Voilà, 4 heures dans une vie, c'est très long, surtout devant un film. Moi, j'ai eu la chance de le voir au cinéma à l'époque quand il était sorti. Donc Hubo, qui, on le rappelle, a réalisé qu'un film étant donné qu'il s'est suicidé un mois après avoir terminé son montage, enfin un truc dans le genre, paix à son âme parce que ça aurait été un génie, ce mec. Et donc il a fait qu'un film, An Elephant Sitting Still, qui est formidable, qui est pour moi un des plus grands films qu'on ait eu depuis très longtemps. J'ai pas beaucoup d'arguments, mais c'est un film qui a résonné en moi assez violemment, qui m'a fait violence, c'est-à-dire que je suis sorti de la salle de cinéma complètement. C'est la première fois que ça m'est arrivé, j'étais tremblant, tétanisé, j'arrivais pas à parler, ça m'avait retourné. Voilà, rien que d'en parler, ça me fout les boules. Mais bref, c'est un film de 4 heures et qui joue énormément avec les plans séquences. Alors voilà, il y a énormément de plans séquences très intéressants dans le film. Donc c'est un peu un film choral qui raconte la destinée de 3 personnages qui vont se réunir à la fin. En gros, leur objectif, c'est d'aller voir un éléphant. Enfin, en fait, on s'en fout un peu de l'objectif de ces personnages. En gros, ils ont tous une vie de merde. Voilà. Il y a un papy, sa famille veut le placer en maison de retraite. Il y en a un, il est recherché pour se faire défoncer la gueule. Enfin, ils ont tous des histoires vraiment sales. En plus, c'est dans la Chine, dans une ville de Chine qui est ultra polluée. C'est la déprime, les tours sont gris. Il y a une ambiance de mort. Enfin, c'est vraiment, il y a aucun personnage qui sourit. Je vous jure, à un moment, il y a genre 2 sourires dans le film, les 2 sourires m'ont fait pleurer tellement, ils font tous la gueule tout le film pendant 4 heures. Quand t'as un sourire et un câlin, c'est un flot d'humanité qui est incroyable, vraiment, waouh, c'était assez fort. Mais les plans séquences sont tout ça. Et donc le plan, excuse-moi, je divague, mais j'ai vraiment envie que les gens voient ce film dans de bonnes conditions si possible. Mais le plan séquence dans tout ça, c'est que donc il y a énormément de plans séquences donc qui montrent toute la lenteur de leur vie, tout leur enfermement, toute leur aliénation, tous leurs problèmes. Donc techniquement c'est magistral, on se dit c'est magistral. Mais il y a un plan séquence qui sort du lot. C'est vers la fin. En gros, c'est un peu la résolution d'une des histoires d'un des personnages, avec notamment un mec qui se fait buter, mais je raconte pas trop l'histoire. Et en gros, ça a spoilé comme un sale. Et en gros, le plan, je pense, il dure 25 minutes, 20 minutes, 25 minutes. Et en fait, c'est un champ contre champ entre 2 personnages qui, au bout d'un moment, se pose sur un personnage, et derrière lui, il y a le soleil. Et qu'on se le dise, le soleil se couche, en fait, durant tout le plan. Et c'est sublime. C'est-à-dire qu'on a vraiment le coucher du soleil pendant que le mec parle. Et c'est tellement on sent que c'est l'aboutissement d'une vie pour le personnage, et c'est d'une puissance quand tu vois le soleil descendre. Enfin, c'est juste du ressenti en fait, mais le plan séquence arrive à te montrer toute la lenteur de la situation, mais
arriver à capter ce soleil qui descend, pour moi c'est vraiment sublime, et c'est ce que le plan séquence offre de mieux, tu vois, au cinéma. Moi j'avais trouvé ça très très fort. Donc voilà, ma recommandation c'est An Elephant Sitting Still, et donc voilà, ce coucher de soleil est sublime en plan séquence, techniquement c'est incroyable. Mais j'en parle pas trop parce que bon voilà. Mais et en fait, il y a de quoi faire une transition avec le fait que les plans séquences, généralement un plan séquence le temps de l'action correspond au temps réel. Oui. Voilà, là c'est le cas en fait, le fait que le soleil se couche, c'est du temps réel. Ça, juste entre parenthèses, ça a dû être déjà fait dans l'histoire du cinéma, mais moi c'était la première fois que je voyais ça et ça m'a vraiment bousculé, mais bref. Et oui, là c'est du temps réel, et c'est le cas dans la plupart des plans séquences. Mais il y a d'autres plans séquences où on peut quand même avoir une sorte d'ellipse temporelle. Ouais, c'est ça. Pour revenir au plus récent, c'est 1917. Surtout sur la fin en fait, où on a le lever du soleil qui se fait en 2 minutes quoi. 2 minutes même pas. Oui. Non mais c'est l'Angleterre. Enfin non merde, oh là, je dis des conneries, c'est en France. Oh là quel con. Oh là là, le molosse de merde. Et d'ailleurs juste il a été tourné en France ce film ou pas, tu sais pas? Non, je pense pas. Ouais. Bon, okay. Enfin après je dis ça mais j'en sais rien. Oui, et parfois, oui, il y a des plans séquences où on a quand même, malgré tout, des ellipses temporelles. Finalement, c'est pas si évident que ça que le temps de l'action corresponde au temps vu à l'écran, quoi. Eh bien, on pourrait parler du coup des films qui sont faits en un seul plan séquence, Arnaud. Parce que ça a existé dans l'histoire du cinéma. Des films total. Ouais, voilà, c'est ça. Je sais plus. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, non mais le premier film en plan séquence c'est La Corde d'Alfred Hitchcock. Alors c'est faux, La Corde a été fait en 10 plans je crois, étant donné que c'est pas possible techniquement d'avoir une pellicule qui puisse tenir 1h20, 1h30. Ça on sait déjà, Vicente, tous les cinéphiles le savent. Je veux dire, tu n'es pas un vrai cinéphile si tu rappelles ça. Enfin, je veux dire, wow, on sait Vicente. Non mais moi je parle à la plèbe encore une fois. Non je rigole. Non mais La Corde n'est pas enfin c'est un faux vrai plan séquence quoi, mais il y a des films dans l'histoire du cinéma qui ont été faits en vrai plan séquence. Alors, on va parler que de ceux qu'on a vus. Toi, je crois que t'en as pas vu. Des vrais plans séquences de 1h30. Non, sans fake, non. Alors, il y a le premier, du coup, de l'histoire du cinéma, qui est réalisé par mon chouchou Alexandre Sokourov, donc héritier du génial Tarkovsky dont on risque de parler par la suite. Mais donc, Alexandre Sokourov a réalisé un film qui s'appelle L'Arche russe. Oh, il le savait, il avait préparé. Donc l'Arche russe, c'est quoi? C'est donc un plan séquence de 1h30 absolument magistral. Qu'on se dise, c'est magistral, donc il est tourné en steadicam avec un opérateur. Quand on regarde le making-of, à la fin du plan, il est en sueur. Donc déjà, qu'on parle des conditions techniques. Ils avaient le droit à 3 essais, parce qu'en gros, c'est filmé dans le musée de l'Ermitage en Russie. Et donc c'est un musée qui, avec toute la culture russe en fait en art, et ils avaient le droit en fait, ils pouvaient pas avoir le musée tous les jours quoi, donc ils avaient le droit à 3 essais. Je crois qu'ils ont essayé 2 fois, ça a foiré au bout de 20 minutes, mais en fait le problème c'est que s'ils allaient au-delà de 20 minutes je crois, en fait ils avaient pas le droit d'arrêter, c'est-à-dire que s'ils se rataient après 20 minutes, c'était foutu. Donc le cadreur il a recommencé 2 fois le jour du tournage en disant les gars ok c'est pas bon, je suis stressé et tout, je sais pas, il y avait eu des problèmes genre un figurant qui tombe. Mais après 20 minutes, c'était terminé. C'est-à-dire qu'ils étaient obligés de bien le faire, sinon leur film tombait à l'eau. On rappelle, plus de 4 ans de préparation, Alexandre Sokourov qui a passé sa vie à faire ce projet, plus de 1000 figurants, enfin un truc de malade quoi. Je sais pas si on se rend compte juste qu'on se pose 2 secondes. Un film de 1h30 en un seul plan, qui se passe dans un musée avec une caméra qui n'est pas statique, qui est mobile, qui bouge partout, avec des tonnes de figurants, quoi. C'est incroyable. Enfin, la dimension technique en termes de cinéma, c'est tellement fort. C'est le film rêvé de plein de cinéastes de l'époque, en fait. Et c'est dont Hitchcock. Enfin, bref, moi, je trouve ça très fort. Et en gros, le film, c'est l'histoire de la Russie. Enfin, une partie de l'histoire de la Russie. Et c'est ça qui est beau, en fait. C'est de faire un seul plan de toute l'histoire de la Russie. Et c'est incroyable. Enfin, moi, je trouve que ce film est bouleversant. La première fois que je l'ai vu, vraiment, pareil, j'étais... Waouh, Pour le coup, il y a la capacité technique qui est ouf, mais c'est surtout pourquoi il a fait un plan séquence. Pourquoi c'est pour montrer qu'au fil d'un musée, on peut comprendre toute l'histoire d'un pays, en fait. Et c'est assez fort, ce moment de vie-là. Et en fait, on suit un personnage, un peu, c'est une sorte de fantôme, en fait, qui commente un peu tout ce qui se passe. Et il y a des reconstitutions historiques. Parfois, il commente des tableaux. Parfois, on voit des gens de notre époque. Et juste après, on voit des empereurs qui sont dans le coin, qui font des réunions et tout. Enfin, c'est assez impressionnant comme film. Voilà, donc en un seul plan. Et encore une fois, ça a été permis grâce à la technologie numérique.
Et on a aussi donc un deuxième plan séquence entier que moi j'ai vu, c'est Utøya 22 juillet de Eric Poppe, qui raconte les attentats d'Oslo qu'il y avait eu. Donc voilà, RIP à toutes les personnes qui ont été victimes de cet attentat dégueulasse par on va pas citer son nom, mais un terroriste d'extrême droite qui a décidé de faire joujou avec sa calage, quoi. Un bon gros bolos en somme. Et il était, en fait, alors il avait fait péter une bombe à côté d'un parlement, je crois, mais ce qui a surtout marqué... sur l'île, en fait. Ouais, voilà. Ce qui a surtout marqué l'histoire notamment d'Oslo, c'est qu'il est allé sur une île où il y avait des jeunes dans un camp de vacances et il a tenté de les canarder, quoi. Et donc le film suit en fait ces jeunes en un seul plan, donc pendant 1h25, 1h30, donc qui tentent de survivre avec ce mec, avec une calache sur l'île. C'est fort en termes de cinéma parce qu'encore une fois c'est en un seul plan et te faire vivre en attentat en un seul plan de 1h30 c'est fort. Après tu peux te poser des questions d'éthique, est-ce que c'est bien ou mal de filmer un attentat comme ça? Moi je trouve que l'expérience est assez forte, mais effectivement il y a beaucoup de gens qui ont craché sur le film en mode c'est moyen éthiquement. Bon, je sais, honnêtement c'est un peu un entre-deux, c'est-à-dire encore une fois on critique beaucoup, mais notre émission n'est pas basée sur la critique, mais je pense qu'en termes de cinéma, c'est assez fort. En tout cas, sur le papier, c'est assez fort. Après, à vous de juger éthiquement ce que ça vaut, quoi. Voilà. Après, moi, j'en ai pas vu d'autres, des films où un seul plan séquence. Mais, il n'y en avait pas un récemment récemment, non. Non, mais là, je suis lancé dans un truc, mais je sais pas du tout. Je crois, Utøya, c'est quelle année? Utøya, c'était l'année dernière, c'était en 2018. Je crois qu'il y en a un en 2016, ah ouais, ouais, je crois. Bah il y avait un truc genre Véronica, on avait vu là qui durait, alors pour le coup le film dure 2h30 mais on n'a pas réussi à le trouver et nous ne téléchargeons pas, si on télécharge, mais non on n'a pas réussi à le trouver et il dure 2h30. On paye pour télécharger. Et c'est genre sur une meuf qui sort de boîte et il lui arrive des embrouilles dans la ville et tout. On l'a pas vu le film, mais apparemment, si c'est un seul plan, ça doit être assez fort. Bon, on a aussi Gaspard Noé, aussi avec Irréversible, avec là, c'est notamment. Oui, c'est des faux, mais alors le plan séquence du viol, wouh! C'est quelque chose, hein. T'as tapé un viol de presque 15-20 minutes en plan séquence frontale devant toi, c'est wouh! Ça t'envoie ça sur la gueule. On va terminer sur Boogie Nights. On en a pas parlé. Ah bah oui, on en a pas parlé. Bah vas-y, je t'en prie, à bord de Boogie Nights. Tu es plus fan et expert que moi, mais non, ce qui est intéressant avec Boogie Nights, c'est que on a 3 plans séquences dans le film qui sont au début, au milieu et à la fin. Et ce qui est intéressant, c'est que ces 3 plans séquences là permettent de mesurer toute l'évolution des personnages. Et aussi de la période, en fait des périodes dans laquelle ils vivent. Donc pour rappel, Boogie Nights c'est l'histoire d'un groupe de personnes qui se lancent dans le porno. Littéralement, aux c'est États-Unis. Ça. Donc on a dans les années 70. Oui, dans les années 70. Ça c'est important. En fait ça s'étale entre 70 et 80. Et donc on a un jeune acteur, voilà un peu Doc Diggler, on le rappelle, joué par Mark Wahlberg. Un peu un crack du porno, quoi. Alors juste anecdote, c'est une anecdote qui n'a aucun rapport avec l'émission, mais récemment Mark Wahlberg a déclaré, Mark Wahlberg donc qui est un catholique vénère, il a déclaré qu'il avait eu honte de jouer dans ce film et qu'il espère que Dieu le pardonnera. Voilà. Je tiens juste à préciser parce que cette information m'a fait beaucoup rire parce que c'est quand même un des films qui a lancé sa carrière et effectivement il joue une sorte de Rocco Siffredi de 20 ans quoi dans le film, voilà. C'est ça. Donc on a le producteur qui lui veut faire des films un peu artistiques, films porno artistiques. C'est ça. Et après on a toutes les autres personnes qui gravitent autour. Donc on a les diffuseurs, les autres acteurs, les distributeurs, les caméramans, les ingé sons, les voilà en fait c'est toute une petite vie. En fait c'est un peu comme La Nuit américaine mais version porno. Mais les mecs, c'est tellement ça. C'est Truffaut. C'est Truffaut mais avec une queue quoi. Pardon, hein, autant pour nous, mais non mais c'est vrai, c'est la nuit américaine. C'est vrai. Bah oui, parce qu'on a ce petit microcosme, mais finalement on est avec eux quoi. Je sais pas si Paul Thomas Anderson est si fan que ça de Truffaut et de la nouvelle vague, mais dans tous les cas, c'est vrai que on peut rapprocher la nuit américaine à ça. Mais bref, je te laisse continuer. C'est peut-être un peu risqué, mais bon, tout ça pour dire que par rapport au plan séquence, on a 3 plans séquences et en fait. Au début, le premier plan séquence, c'est à l'ouverture du film. On a, pareil, en fait, une caméra endoscopique qui présente toute l'atmosphère, tous les personnages, leur interaction entre eux.
Et on est vraiment en fait dans l'aspect naïf, c'est-à-dire que tout est à construire, tout est possible, voilà. Ouais, voilà. Chacun va se lancer dans le business du porno. En fait, le plan montre toute l'utopie des années 70 aux États-Unis. Enfin, ça, c'est très culturel aux Américains. Je pense pas qu'on peut beaucoup le comprendre en France. Mais en tout cas, on sortait des époques hippies, en fait. C'était la liberté pour eux, en fait. Ouais, voilà, il y a eu un retour à la réalité, mais c'est surtout une grosse montée du capitalisme. Et voilà, beaucoup de gens vivaient dans l'oisiveté, dans une sorte de liberté totale. Et c'est tout ce que le plan retranscrit, en fait. Et c'est assez fort historiquement, enfin, je trouve. Ouais. Absolument. Et après, le second plan séquence, là... Ah, le célèbre. Bah oui, célèbre. Et pour moi, c'est le plus intéressant, parce qu'on est vraiment à la limite entre deux... Pas entre deux mondes, mais entre deux périodes. C'est ça. En fait, c'est au Nouvel An 79-80. Donc exactement. On va passer aux années 80, quoi. Et en fait, on a... Au milieu du film. C'est très symétrique, aussi. En plus. Et on a, en fait, les personnages qui entrent dans une phase de désillusion, en fait. Ouais, en fait, on sent dans le film que c'est les névroses donc, de Mark Wahlberg, donc de Dirk Diggler. Dirk Diggler. Ouais. Commence à s'affirmer. On a son ami joué par Philippe Seymour Hoffman. Oui, exactement. Donc l'homosexuel dans le film qui se fait rencarder, quoi. Oui, voilà, qui se fait recaler. On a le producteur qui voit que on va passer dans le monde de la cassette. Ouais. Donc du coup, on va industrialiser la pornographie. Donc pour lui, son rêve de faire du cinéma pornographique vraiment propre, artistique, commence vraiment à s'envoler. Ouais. C'est ça, parce qu'en fait, au début, il filmait en pellicule dans toute la première partie du film, donc la partie, on va dire, bonne ambiance du film où il y a la montée des personnages un peu à la Martin Scorsese. Il filme en pellicule et en fait, le passage aux années 80, c'est le passage aussi à la cassette, à la VHS, pas au numérique, mais à la vidéo, quoi. Et c'est un changement qui a brutalement changé la façon de voir le cinéma à Hollywood ou effectivement dans l'industrie du porno, quoi. Et aussi là, spoil pour le coup. Ouais. Le suicide. Le suicide, ouais. Le suicide d'un personnage qui était secondaire, mais qui était... C'était un running gag, en fait. Oui, c'était un running gag, parce qu'en fait, il était trompé par sa femme qui couchait avec tout le monde parce qu'elle était actrice, elle aussi. Et lui, il subissait ça, mais bon, il acceptait malgré lui. Et au bout d'un moment, il en a eu marre, il s'est suicidé. Et il se suicide au Nouvel An, au dong. Mais le rythme est parfait. C'est-à-dire que dans le plan séquence, on commence sur Mark Wahlberg, je crois. C'est un plan séquence de 15 minutes au moins. Hein. Ah non, Plus, non, ça dure moins longtemps. Ça dure 10 minutes. Même pas. 7-8 minutes. 7-8 minutes. Bon, peut-être. Pas plus, mais non, comme le plan d'intro en fait. Oui. Plus long que le plan d'intro. Alors, le plan d'intro, effectivement, la caméra elle se balade un peu partout, elle va dans les airs et tout. Et là, déjà, le plan il est plus terre à terre. Tu vois. Déjà, ça, on observe que le plan il est. On est à hauteur des personnages. Ouais, c'est ça. Alors qu'avant, la caméra elle volait, elle tournait. Donc déjà, ça montrait un peu l'effet de la coke, l'effet de la joie. Et là, tout de suite, on est un peu plus terre à terre. Donc, déjà, en termes de cinéma, c'est fort. Et donc il y a le suicide du personnage, qui est la dernière frame du plan séquence où il se met un flingue dans la bouche et il se tire une balle dans la tête, il y a du sang qui explose sur le mur, et là, pam, cut, titre, 1980. Oui, c'est révélateur. Hein, voilà. Et donc après, on a toute la désescalade des personnages, donc Dirk Diggler qui s'engueule avec son réalisateur qui le connaît, tombe dans la drogue, dans la prostitution. Hein, voilà, c'est ça. La prostitution aussi, donc il y a toute l'homophobie aussi de cette époque. Il y a des petites références au sida aussi, de la paranoïa qu'il y avait eu avec ça, même si c'était un tout petit peu plus tard. Mais voilà, il y a toute cette époque de la désillusion. Et donc le film se termine un peu sur... désolé, encore une fois spoil, mais bon, les gars, il est sorti en 1997, je suis désolé, coupez le podcast. Enfin, en même temps, je sais pas... Enfin, qui n'a pas vu Boogie Nights, quoi. À part la plèbe, je ne vois pas qui, quoi. Non, et putain, ce running gag... des gros connards cinéphiles. Donc le film se termine dans sa dernière partie. C'est pas le dernier plan, mais le film se termine donc sur un plan séquence dans cette dernière séquence où cette fois-ci la caméra elle est très lente et elle filme tous les personnages qui sont un peu apaisés dans leur vie. C'est-à-dire c'est l'apaisement en fait. Ils ont pris cher et en fait ils sont en train de se dire ok, on va se détendre, on va se poser, on va arrêter de faire les cons et on va tous se réconcilier quoi. Et la caméra est comme endoscopique à celle du milieu, au plan séquence du milieu pardon. Et cette fois-ci est beaucoup plus lent.
Et voilà, il y a une toute petite musique un peu et surtout, c'est douce pas l'effervescence. Enfin, je veux dire, il y a moins de personnages. Oui, c'est ça. Enfin, si, mais je veux dire, il y a pas. Enfin, ça, oui, il y a moins de coke, quoi. C'est ça. Plan, quoi. Il y a moins de coke. Ouais, non, c'est un peu ça le résumé. Mais non, oui, le plan est fort. Donc voilà, donc le plan séquence comme système narratif, du coup, comme système miroir et voilà, comme système de transition. Et ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Donc on va commencer doucement à terminer ce podcast en glissant des petites mentions honorables de plans séquences qu'on trouve intéressants dans l'histoire du cinéma. Je vais le faire parce que j'ai les fiches sur moi. Donc on a le premier plan de The Player de Robert Altman, donc qui montre cette fois-ci toute l'effervescence d'Hollywood. Donc en fait c'est un directeur de production, je crois, dans une grosse industrie de l'époque d'Hollywood. Je sais plus dans quelle société il est, mais c'est une grosse quoi. Et en gros, on le voit se balader dans les rues d'Hollywood jusqu'à son bureau et ça dure genre 10 minutes. Et voilà, ça montre un peu la fourmilière qu'étaient les studios hollywoodiens à l'époque où tout le monde avait son petit rôle et tout le monde courait un peu partout pour remplir ses fonctions quoi. Et c'est assez fort. On a le plan circulaire de Blowout de Palma. Bah, les plans circulaires sont assez récurrents dans les films de Palma, comme dans Body Double. Donc ce plan séquence circulaire montre John Travolta qui pète un peu un câble, qui est un peu paniqué. Et en gros, donc voilà, c'est circulaire, c'est-à-dire que la caméra fait une rotation sur elle-même. Donc le plan est assez impressionnant à voir. Et en fait, De Palma explique dans l'excellent documentaire de Palma de Noah Baumbach qu'en gros, c'était pour montrer que c'est un ingé son en fait. Comment ? Ils sont coupés du monde. C'est ça, ils sont coupés du monde parce que c'est un ingé son. C'est un ingé son et c'est surtout que c'est pour montrer les bandes des magnétophones qui tournaient. Voilà. Et pour montrer qu'il est un peu dans cette spirale du son, le son qui le fait paniquer. Donc Blowout qui est en référence à Blow Up de Michelangelo Antonioni. Voilà, donc c'est assez fort en termes de cinéma. Et De Palma, bon, on va pas parler de tous ces plans séquences, mais il y a l'intro de Snake Eyes avec Nicolas Cage, donc qui montre un plan séquence de 10 minutes. Et c'est sublime parce que en gros, c'est Nicolas Cage qui entre dans un stade et puis après il y a un attentat et ça dure 10 minutes et ça suit plein de personnages, voilà, donc c'est assez virtuose. Et en fait, c'est une métaphore du cinéma, c'est-à-dire qu'on propose un plan au début du film et après, le but, ça va être de comprendre qui est le tueur. Et en fait, c'est l'analyse de cinéma dans le film. Et personnellement, je trouve ça assez fort qu'on propose ça, c'est-à-dire que le spectateur va être l'analyste du premier plan du film. Enfin, je sais pas si tu vois qu'est-ce que je veux dire. Je vois. Non, mais tu vois, et c'est fort De Palma, qui comprend totalement les codes du cinéma, et là il frappe très fort. Mais bon, c'est un roi du plan séquence, Les Incorruptibles, Outrage, voilà, tous ces films arborent des plans séquences dingues qui rendent hommage au cinéma d'Hitchcock, au vieux cinéma, mais qui ont toujours leur utilité de mise en scène. On peut parler de l'intro du Fils de Saul aussi, de Laszlo Nemes. Donc tu l'as vu ou pas ? Bah oui. Ah oui, tu l'as vu. Ouais. Non, j'ai pas vu Fils de Saul, non. Mais t'avais vu l'intro, je te l'avais montré ou pas ? Non. En gros, l'intro, c'est donc le personnage principal, donc qui fait partie du Soccer Commando, donc les juifs qui étaient utilisés par les nazis pour faire le sale boulot, qui en gros envoie des juifs dans des chambres à gaz, et donc c'est en un seul plan séquence. Le film commence comme ça. Alors c'est plus brut que tout. Et en fait, on le suit au niveau de sa nuque, donc le style Laszlo Nemes un peu à la Frère Dardenne. Et voilà, donc c'est assez fort parce que ça montre toute la continuité d'une action. Donc du déshabillement des juifs, non, de l'entrée des juifs au déshabillement des juifs jusqu'à qu'on les pousse dans la chambre à gaz. Et ensuite, ça termine sur un gros plan du mec. Et on entend hors champ les sons des juifs qui crient, quoi. Et en termes de cinéma, c'est une immersion qui est totale. Et le plan séquence permet cette immersion-là tout de suite dans le film et l'ambiance générale du film. Donc pour moi c'est du génie, voilà. Putain, on a beaucoup de choses à citer. El Reno, oui. El Reno, si vous n'avez pas vu El Reno, il faut le voir. El Reno de Rodrigo. Ok, tu n'as pas le nom, c'est un peu déçu. Rodrigo Sorogoyen. Ouais. Donc vas-y, je te laisse en parler parce que tu as vu le film. Oui, absolument. El Reno. Toute la force de ce plan séquence, c'est qu'on l'oublie. On oublie que c'est un plan séquence. Et pourtant, c'est une scène très forte. C'est... Ah, ouais, vu que c'est un film assez... Bon, on n'a pas à spoiler. Non, c'est pas une question de spoiler, mais bon, il y a tellement de contexte. En gros, il est censé... il est dans la merde, parce qu'au niveau... Il y a ses ennemis politiques... Alors, c'est sur un politicien voilà. Alors, qui est dans la merde. Il y a ses ennemis politiques qui essayent de le traquer. Et lui, il doit récupérer des papiers chez un de ses anciens amis politiques. Ouais.
Et en gros, il va dans sa maison le soir et il y a la fille qui fait une soirée et lui, il doit absolument récupérer les documents. Voilà, c'est ça. Et c'est en un plan séquence qui dure 15 minutes à peu près. Ouais, toute la séquence est en plan séquence. Et c'est le principe d'un plan séquence. Et en fait, lui, il a un objectif clair, voilà, retrouver ces documents-là. Et ça ne lui coupe jamais. Et c'est pourquoi ? Parce que c'est pas... Il y a de l'action, mais ce n'est pas tape à l'œil. Enfin, c'est pas tape à l'œil. C'est-à-dire que... C'est pas tape à l'œil du tout, ouais. C'est ça, c'est qu'on pourrait se dire, ça pourrait être découpé en plein de plans, en fait. Et pas du tout. Et c'est ça qui est magistral, en fait. C'est que... On oublie le plan séquence. On oublie, en fait. C'est que... on est tellement avec le personnage que on ne fait même plus attention à la mise en scène. C'est ça. C'est-à-dire que tout le plan, en fait, il doit récupérer un document et on stresse tellement qu'il trouve pas le document parce que c'est une question de vie ou de mort, on ne dit pas pourquoi. Mais en gros, on stresse tellement. Et là, en fait, comment expliquer ça ? C'est très cinématographique en plus parce qu'il doit entrer dans une pièce qui est fermée à clé. C'est une maison en fait qui vient d'être aménagée. Vous voyez un peu cette ambiance où il y a des spots par terre, des pinceaux. Ouais, la maison c'est une maison un peu moderne. Ouais, un peu moderne, un peu richou quoi. Et il y a une porte. Toutes les portes sont ouvertes sauf celle-là. Il faut absolument qu'il y entre. Et en fait, il y a des mecs de la soirée qui tentent de faire bah non, mec, tu vas pas entrer. Et le politicien, il fait si je veux entrer, moi je suis puissant, je peux vous défoncer quoi. Parce qu'en fait, il a pas tant de pouvoir que ça. Ouais, il a plus de pouvoir quoi. C'est là que tout son aura se délite. C'est quoi. ça. Et c'est tellement puissant. Enfin, en termes de cinéma, c'est en fait. Tout le plan, je regardais. Moi, j'étais à fond. J'ai rarement été autant à fond dans un film. C'était le meilleur film de 2019 pour moi. J'étais rarement autant à fond dans un film. Et quand le plan s'est terminé, je me suis dit ah, mais attends, mais c'était un plan séquence. Et en fait, j'ai revu la scène en speed dans mon cerveau. Et là, je me suis dit waouh, il a fait tout ça en un seul plan. Et j'en ai fait abstraction. Et c'est là qu'on se rend compte des grands metteurs en scène, quoi. C'est quand ils arrivent à faire tourner leur caméra suffisamment pour créer des dialogues, des regards, pour qu'on oublie que c'est un plan séquence. Donc, pour ça, c'est du génie. Voilà. La lune de Jupiter, je vais en parler en tout dernier. On va faire rapidement là parce que putain, là, ça fait 1 heure qu'on parle. Wow. Y a aussi les plans séquences qui se font de plus en plus, notamment dans le cinéma d'auteur, notamment dans Youth de Paolo Sorrentino, où en gros on fait un gros plan fixe sur un visage d'une personne qui a le monopole de la parole et en gros on va le laisser s'exprimer et généralement le jeu d'acteur va être très important pour ça. On va le laisser s'exprimer et se donner à fond quoi. Et dans Youth, en gros, c'est une fille qui dit à son père à quel point c'était un connard, et elle le défonce pendant genre 5 minutes, et après le contre-champ sur la tête du père est très drôle, où il fait « Ah, d'accord ». En plus, c'est par Michael Caine, donc c'est la classe à l'anglaise. Donc c'est assez fort en plan séquence de faire ça. Il y a le même dans l'excellent film de Son Tiono que je conseille, Love Exposure, qui dure aussi 4 heures, décidément des films de 4 heures, on en cite beaucoup. Et donc c'est un plan sur... Alors, j'ai oublié le nom du personnage qui s'appelle Yoka, donc, qui récite un extrait de la Bible. Alors, impossible de vous résumer le contexte. Un film de 4 heures comme celui-ci, il se passe tellement de choses. Mais en gros, elle plaque un mec au sol et elle lui récite la Bible. Je peux pas trop expliquer pourquoi, mais c'est un peu complexe. Et ça dure genre au moins 7 minutes sur du Beethoven. Et c'est d'une puissance incroyable. Donc voilà, ça donne de la puissance à la parole, le plan séquence aussi parfois. On a le plan séquence qui conclut les films, ça se fait de plus en plus, ça se fait même beaucoup. En fait, toujours dans l'histoire du cinéma, on a beaucoup fait des plans uniques pour terminer les films. Moi, mon plus marquant, c'est le plan de fin du lauréat, pour ceux qui l'ont vu, voilà. On a The Revenant et Birdman de Alejandro González Iñárritu qui jouent extrêmement bien avec le plan séquence. Funny Games aussi, le plan séquence dans son aspect le plus pervers en fait, c'était bon. Michael Haneke, mais en gros Michael Haneke, en créant un plan séquence, notamment au moment où l'enfant, enfin il y a un coup de feu, oh putain je résume tellement mal, mais en gros Funny Games c'est une famille de bourgeois qui se fait torturer par 2 psychopathes, et à un moment il y a un coup de feu qui retentit, on l'a pas vu, on a juste vu le tireur, et on ne sait pas qui est mort, et en fait il y a un plan séquence où on voit la pièce, et le cadavre est caché par un canapé, on ne sait pas qui est mort entre la mère et le fils. Et en fait, le spectateur a tellement envie de voir, et ça dure tellement longtemps le plan. Tu vois une télé en fond avec une éclaboussure de sang, et t'as tellement envie de savoir qui c'est, et ça fait remonter tellement des instincts pervers du spectateur que ça en est du génie quoi. Voilà. Après, on a le plan séquence de Hunger aussi, donc de Steve McQueen, où il y a un dialogue en plan fixe de 30 minutes, qui est absolument incroyable. Encore une fois, je vois pas trop l'utilité de ce plan, mais c'est assez fort. Et voilà.
Oui, bah après on peut parler de Tarkovsky aussi un petit peu. On peut parler de Tarkovsky, bien sûr. Bah, ce qui est intéressant avec Tarkovsky, c'est ce qu'on disait un peu en début de podcast, c'est que les plans séquences n'existent que par rapport aux autres plans du film. Donc les plans des films dans Tarkovsky, c'est des plans assez longs, donc y a-t-il vraiment beaucoup de plans séquences en tant que tel? Oui. Tarkovsky, c'est pas un adepte du cut extrême. Non, en fait, rarement. Oui, mais c'est que... Est-ce qu'il y a des plans qui sont encore plus longs? Voilà, mais Tarkovsky, effectivement, est pour avoir lu le temps scellé de Tarkovsky, pour lui, le plan séquence, c'est quand même quelque chose d'assez ultime dans le cinéma, quoi. C'est comment représenter des instants de vie avec la durée du temps des instants de vie, quoi. Wow, mais putain, on ferait bien d'écrire un livre. Voilà. Un film dont j'aimerais beaucoup parler, qui est La Lune de Jupiter de Cornel Mundruczko, qui est un Hongrois. Le film, en gros, parle d'un migrant qui arrive en Hongrie, du coup, et qui se fait tirer dessus par un flic. Et en gros, en se faisant tirer dessus, on ne sait pas pourquoi, mais déjà, il meurt pas. Et ensuite, il apprend à léviter. En fait, il apprend à voler dans les airs, quoi. Donc, déjà, la métaphore est assez forte sur le thème de la migration. Donc, si tu voles, t'as pas de frontières, quoi. Tu t'en bats les couilles, tu peux passer les frontières comme tu veux. Mais il y a des plans séquences dans ce film. Nom de Dieu de bon Dieu, c'est incroyable. Voilà, je conseille ce film. Il y a un plan qui est complètement hallucinant. Putain, c'est impossible d'expliquer ça en podcast. Mais en gros, il est dans un appartement. Et il fait... Oula, j'ai tapé dans mon micro. Et il fait tourner l'appartement sur lui-même en lévitant au milieu. Ouais, c'est ça, il change la gravité, quoi. Il change la gravité et il fait tourner l'appartement. Donc il y a tous les objets qui tombent. Il y a la télé qui tombe à l'envers, il y a du PQ et tout. Et il y a un mec à l'intérieur qui tente de se raccrocher. Enfin, ouais, l'appartement tombe sur lui-même, en fait. Et le plan séquence de fin, il y a un travelling arrière qui sort par la fenêtre. La caméra descend et on voit en fait que du point de vue de la rue, que l'appartement n'a pas du tout bougé, que c'était juste à l'intérieur. Mais tu comprends pas comment physiquement c'est possible. Et alors pour un cinéaste hongrois, qui ont quand même pas un cinéma très développé, on le rappelle, la Hongrie n'ont pas beaucoup de thunes en termes de cinéma, on voit très peu de films hongrois. Mais waouh, quoi. Alors c'est un film qui est très imparfait, notamment au niveau du scénario, mais alors la mise en scène en termes de plan séquence, c'est ce que j'ai vu de mieux depuis très longtemps, quoi. On n'a pas parlé d'Alfonso Cuarón, mais moi ces plans séquences me fascinent pas tant que ça. Non, c'est vrai. À titre personnel, en tout cas, le Fils de l'homme, les plans séquences m'avaient pas tant marqué que ça. Dans Roma, c'est fort, mais voilà. On s'est bien branlé sur le plan séquence. Non, voilà, je pense que c'est une bonne note d'intention de plot screen, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a envie de faire, de dire sur les plans séquences. On parle bien sûr de films qu'on a vus, on parle bien sûr avec nos connaissances, donc si on dit des choses imparfaites, c'est normal, nous sommes imparfaits, nous sommes humains. Et voilà, c'est de l'analyse, c'est que du bonheur, c'est plot screen, quoi. Mais en tout cas, voilà, on espère que ça vous aura donné envie de regarder des plans séquences. Et n'hésitez pas à aller voir en description de ce podcast, vous trouverez normalement les références des films qu'on a cités. L'argent. Notre PayPal. Non, vous retrouvez les films qu'on a cités, voilà, pour celles et ceux qui souhaitent en regarder. Et donc on vous encourage à aller au cinéma et à analyser les films. Voilà. Dans les commentaires, mettez pour ou contre le plan séquence. Voilà, on s'en fout. En fait, il n'y a pas de pour ou contre, c'est juste le plan séquence. Quand c'est bien fait, et c'est bien. Non, tant mieux, fallait dire. Ok, très bien. Et bien, à la prochaine. Voilà, Arnaud, je te laisse le mot de fin. Au revoir. Au revoir. Tout doux.